je dois tout de suite vous avouer que derrière ce titre ridiculement vaniteux se dissimule d'abord l'étude de la récurrence et de l'évolution d'un corpus à la fois de récits antiques et modernes sous la plume d'écrivains et de savants qui ont traité de la greffe de 1700 à 1900 à peu près. Période large, vous en conviendrez, mais période qui m'arrange parce qu'elle est à la fois celle de l'émergence de la notion de littérature, de la notion moderne de littérature en Europe, et puis qui m'arrange aussi parce que c'est précisément la période de l'émergence d'un discours savant sur la greffe, discours savant qui tente de s'arracher du discours des praticiens sur la greffe d'un côté et du discours des écrivains sur la greffe. C'est aussi l'histoire, cette petite histoire des récits de greffe, d'un renoncement et d'un contournement que je dois immédiatement avouer, et je dois m'en excuser auprès de Jean-François. J'ai renoncé volontairement à la notion très postmoderne d'hybride. J'ai renoncé aussi, ou choisi de contourner la notion de monstre, tout simplement parce que mon but ici est de changer de paradigme, d'une certaine manière, et de mettre à l'épreuve l'efficacité du paradigme savant de la greffe au moment où il se constitue, comme un discours savant sur la greffe, pour penser les méthodes de la recherche consacrées aux articulations de la science et de la littérature. La greffe n'est donc ni l'hybride ni le monstre, en témoigne le fameux physiologiste français Auguste Pyrame de Candolle, dans un ouvrage qui date de 1832, qui s'appelle « Physiologie végétale », consacré à la question de la génération dans les plantes, et consacré donc à la notion de variation et d'espèces. Pyrame de Candolle consacre 3 chapitres au sein de son étude de la génération, respectivement à l'hybridité, à la monstruosité et à la greffe. De l'hybridité, il dit que c'est un terme intéressant parce que ça prouve la sexualité des plantes et qu'en même temps, il faut se méfier de l'hybridité selon Linné qui est sujette à un certain nombre d'analogies qu'il refuse. De la monstruosité, il dit qu'il ne faut surtout pas la confondre avec la greffe. La monstruosité, elle, et surtout pas la confondre non plus avec les déformations. Les déformations sont liées à des circonstances extérieures et ne modifient pas l'espèce. La monstruosité est liée au principe même de la reproduction, un monstre né monstrueux. Et par rapport à cela, évidemment, la greffe est un cas de soudure, autrement dit, une monstruosité peut-être, mais une monstruosité artificielle, fabriquée en général par des savants pour réfléchir justement à ce qu'est l'identité de nature ou l'analogie physiologique. La thèse de Candolle en 1832 est qu'une greffe ne réussit que si l'on greffe des espèces de même, enfin des spécimens de même nature, ou au moins analogiques physiologiquement. De Candolle explique aussi, lorsqu'il traite de la greffe, que son problème est que les connaissances scientifiques en matière de physiologie végétale, lui-même est un spécialiste de ce qu'il appelle le tissu cellulaire des plantes, ne sont pas suffisamment avancées pour qu'on comprenne les procédés de la greffe et qu'il lui faudra donc, plutôt que d'exposer la théorie savante de la greffe, passer par l'analyse des récits qui ont raconté des greffes réussies et qui attestent, selon lui, la possibilité de la greffe avant qu'on en explique les principes. Ce qui pose la question immédiatement, analogique, vous comprendrez, du rôle de la littérature ou des récits littéraires dans la constitution du discours savant. Faut-il considérer, avec de Candolle ou pas, que la littérature est concurrente, du point de vue d'une certaine épistémologie, avec le discours savant, qu'elle participe à l'évolution du discours savant, et inversement que le discours savant, une fois qu'il a progressé, permet de mieux juger des critères de littérarité. Autrement dit, le problème sous-jacent à ce fameux paradigme savant de la greffe est un problème qui est sous-jacent aussi aux études sur les relations entre science et littérature, qui est celui de la question de la variation historique des critères de scientificité et de littérarité, question que je ne prétends pas résoudre, mais dont je vais me saisir ici parce qu'elle est un présupposé essentiel au paradigme savant de la greffe, paradigme savant qui, je vous rassure tout de suite, va passer par une initiation en bonne et due forme aux pratiques de la greffe en horticulture. Commençons immédiatement par la greffe en écusson. Avez-vous déjà pratiqué la greffe en écusson? Peut-être pas. Maintenant, vous allez pouvoir la pratiquer une fois que je vous aurai expliqué en quoi elle consiste. Je vais exposer 3 grandes méthodes de greffe et je vous demande de vous fier à moi. Ce sont les 3 grandes méthodes attestées, classiques, de la greffe animale et végétale. Alors, sur le passage de l'animal et végétal, je ne m'étendrai pas ici, sinon je parlerai 50 minutes et vous me détesterez, mais vous pourrez me poser des questions après si vous le souhaitez. Donc, la greffe en écusson, c'est une greffe qui est extrêmement pratiquée, en particulier depuis que le jardinier de Louis XIV à Versailles, La Quintini, en 1715, a publié son instruction pour les jardins fruitiers et potagers et que s'est produite en France une véritable vogue de la greffe. Chacun a voulu son petit arbre greffé.
La greffe en écusson, elle consiste à découper dans l'écorce d'un arbre une forme en T, ça c'est le sujet, forme en T sur lequel on va greffer donc le greffon qui n'est autre en général qu'une branche, qu'une tige ou qu'un œil pour les rosiers, mais on aura pris soin de ne pas détacher immédiatement la branche, de détacher la branche avec un morceau d'écorce en écusson que l'on va insérer dans la forme en T. Elle a toute chance de réussir, puisqu'au moins les deux écorces vont se nouer, si tant est que les bois ne se nouent pas. Alors cette greffe en écusson, elle est pratiquée depuis longtemps parce qu'elle a le bonheur d'avoir été attestée pour la première fois et décrite par Pline dans le livre 17 de son Histoire naturelle, qui, là, au moment de traiter de la greffe en écusson, nous donne un texte un tout petit peu étrange. Pline écrit la chose suivante. Quelques-uns ont fait sur la vigne un procédé de la greffe en écusson. Ils ont levé sur la vigne mère un lambeau d'écorce, et sur le côté plan mis à nu, ils ont fixé un sion. Jusque-là, nous sommes dans la logique de ce que Pline fait dans ses 6 chapitres consacrés à la greffe, une description très générale. Mais voilà que Pline, subitement, veut nous donner un exemple. Nous avons vu, près des cascades de Tibur, un arbre greffé de toutes ses façons, chargé des fruits les plus divers, portant sur une branche des noix, sur une autre des baies, sur d'autres des raisins, des figues, des poires, des grenades et quelques espèces de pommes. Mais la vie en fut courte. L'arbre de Pline m'intéresse à plusieurs égards. D'abord, parce que cet arbre est décrit par Pline au prix d'un témoignage référencé par Pline, nous avons vu dans un jardin de Tibur, témoignage qui, sans être tout à fait exceptionnel dans le flot de l'histoire naturelle, est toutefois assez particulier. Pline préfère en général citer des textes anciens et ne se pose pas en témoin de la réussite de la greffe. Donc il y a là déjà la greffe d'un type de texte particulier dans l'histoire naturelle, si je peux commencer l'analogie. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que cet arbre de Pline va ressurgir systématiquement dans tout le discours des spécialistes botanistes ou zoologistes de la greffe à partir de 1700 jusqu'à 1924 sous 2 espèces. Parfois, on va nous expliquer que c'est un arbre merveilleux et que ça ne peut pas exister. L'arbre de Pline. Ça, c'est le discours des savants. C'est le discours du fameux Duhamel de Monceau, qui est un botaniste et zoologue qui va pratiquer la greffe dans la première moitié du XVIIIe siècle et qui croit, je dis bien qui croit, avoir établi une fois pour toutes que les greffes hétérogènes ne fonctionnaient pas. Donc, l'arbre de Pline ne peut absolument pas fonctionner. Plus étrange est la manière dont un médecin du XXe siècle, qui s'appelle Lucien Daniel, dans ses études sur la greffe, rappelle aussi l'ancienneté et la réussite des pratiques de la greffe et en prend pour preuve l'arbre de Pline, tout en nous affirmant qu'il s'agit d'un arbre tout à fait merveilleux. Mais ça atteste quand même la réussite des greffes. Et le fameux Lucien Daniel, toujours en 1924, pour attester l'ancienneté des pratiques, va convoquer aussi les géorgiques de Virgile, le livre 2 des géorgiques de Virgile, en nous expliquant qu'il y a là de très jolis vers, des assemblages bizarres qui obéissent davantage à la loi de la versification qu'aux lois naturelles. Il n'empêche, le paradoxe est que, manifestement, ni les médecins, ni les botanistes n'arrivent à s'affranchir de ces récits qu'ils déclarent soit comme merveilleux, soit comme étant trop poétiques, et qu'ils en font, malgré cela, une attestation historique du fait que la greffe peut réussir et doit donc donner lieu à une étude savante. Ça, c'est du côté du savant. Du côté des jardiniers, qu'on lit beaucoup plus au XVIIIe siècle que les savants, on considère que l'arbre de Pline est un modèle à reproduire. Et là, c'est là que la vogue va se développer, où tout le monde va essayer d'avoir des pommes au goût de prune, des cerises vertes, des roses jaunes, etc., etc. Je vous passe un certain nombre d'expériences qui apparemment ont toutes réussi, mais ça, je ne peux pas l'attester. Du côté animal, la greffe en écusson a eu aussi un certain nombre d'illustrations. Et l'illustration la plus étonnante, la plus amusante, si l'on veut, est ce qu'on appelle la rhinoplastie brachiale. La rhinoplastie brachiale, c'est la réparation du nez, qui a été particulièrement développée du point de vue de la pratique dans l'Italie du XVe siècle. Donc, quand un nez a été coupé, on essaie de récupérer le nez. Si tout va bien, on découpe une écusson dans la peau du bras et on fixe le nez avec l'écusson de la peau du bras. Pourquoi c'est pratiqué en Italie au XVe siècle? Parce qu'en Italie, au XVe siècle, on a une fâcheuse tendance à couper le nez des voleurs. Donc un certain nombre de spécialistes ont trouvé le moyen de récupérer le nez des voleurs et de leur réparer. En 1863, le médecin Paul Bert, qui est aussi un des grands hommes politiques de l'instruction publique de la France dans la deuxième moitié du XIXe siècle, écrit sa thèse de médecine qui s'appelle « De la greffe animale », où il entend, dit-il, en 1863, réhabiliter scientifiquement la greffe.
lutter contre les préjugés des autres savants, qui la prennent en général pour un récit de charlatan ou un récit ridicule. Et pour ce faire, il passe à nouveau par une histoire des récits de greffe et consacre un ensemble très particulier à cette fameuse rhinoplastie, et en particulier au récit du médecin italien qui s'appelle Taglio Cozzo, qui date de 1598, qui est le premier récit à avoir décrit longuement les méthodes de la rhinoplastie brachiale italienne. Alors Paul Bert ne fait pas que se référer à Taglio Cozzo, il s'intéresse aussi aux raisons pour lesquelles cette greffe, si bien expliquée par Taglio Cozzo, si bien décrite, n'a pas eu de disciples en France, et c'est pourquoi les savants français ont tous rejeté en masse ce livre italien qui pourtant prouvait et montrait qu'on pouvait pratiquer, comme il dit, l'art de la rhinoplastie. Il va donner 2 raisons à la résistance française contre le livre de Taglio Cozzo. La première est purement formelle. Il dira « Les Français n'ont pas partagé l'enthousiasme singulièrement hyperbolique de Taglio Cozzo dans son livre et on fait tort à ce livre les exagérations italiennes. » Entendez par là, la forme même de l'ouvrage de Taglio Cozzo a empêché que le français, toujours sérieux, s'intéresse à son fond. Il y a une deuxième cause, encore plus grave pour la littérature, que Paul Bert va insérer en note de bas de page, si je puis dire, entre l'écorce et le tronc de son livre, où il va nous expliquer, dans un très curieux développement, que si on n'a pas pris au sérieux, du point de vue savant, la greffe, c'est à cause des hommes de lettres et de la littérature qui se sont arrogés le texte de Taglio Cozzo, en ont fait des œuvres burlesques et, dorénavant, ont maintenu ce sujet dans le domaine de la littérature et empêché que les savants s'y intéressent. Ainsi écrit-il que, condamnée par les hommes de science, la rhinoplastie qui prêtait au ridicule fut singulièrement maltraitée des hommes de lettres. Il faut lire, dit-il dans Hudibras, les railleries de Butler et surtout l'admirable imitation qu'en fit Voltaire et que je ne puis résister au désir peu scientifique, je l'avoue, de transcrire ici. Et voilà que le médecin très sérieux, dans sa thèse de médecine, va nous transcrire le poème que je ne résiste pas au désir de vous lire, imitation donc par Voltaire dans le dictionnaire philosophique de la satire de Butler, qui est une sorte d'éloge versifié de Taglio Cozzo. Thalia Cotus, grand esculape d'Étrurie, répara tous les nez perdus par une nouvelle industrie. Il vous prenait adroitement un morceau du cul d'un pauvre homme, l'ajustait au nez proprement. Enfin, il arrivait qu'en somme, tout juste à la mort du prêteur, tombait le nez de l'emprunteur. Et souvent dans la même bière, par justice et par bon accord, on remettait au gré du mort le nez auprès de son derrière. Paul Bert ne se contente pas de citer le texte de Taglio Cozzo, il le commente en des termes assez étonnants, termes suivants. Est-ce sérieusement que Van Helmont, c'est un médecin du XVIIe siècle, a raconté l'histoire de son citoyen de Bruxelles qui s'était fait fabriquer le nez avec la peau d'un portefaix, vit au bout de 30 mois son nez pâlir, puis tomber le jour même où mourut l'homme souche qui l'avait fourni. En tout cas, ce thème burlesque a été repris de nos jours et fort spirituellement développé par un des romanciers les plus aimés du public. Voyez Edmond About, Le nez d'un notaire, roman paru en 1862, un an avant la thèse de médecine de Paul Bert. Dans un premier temps, et c'est ce qui est assez étonnant dans la note de bas de page de Paul Bert, le discours savant du médecin et du magnétiseur Van Helmont est mis exactement sur le même plan que le discours du romancier. Finalement, l'un et l'autre disent la même chose, et il y a un doute. Est-ce sérieux? N'est-ce pas sérieux? Dans un second temps, Paul Bert suggère que le motif de la greffe, il le dit même, est un motif burlesque, appartient au genre littéraire de la littérature burlesque et satirique. Ce que Paul Bert essaie de faire, d'une certaine manière dans sa thèse, c'est d'extraire le thème de la greffe animale du genre de la littérature, de l'espèce, si je peux continuer l'analogie, de la littérature satirique et burlesque, pour en faire un objet de science, et cela se fait dans son texte par un commentaire historique des raisons pour lesquelles les récits de greffe, avant sa thèse, n'ont pas été pris au sérieux. Ce que fait Paul Bert, d'un point de vue de son texte, est en vérité une greffe en écusson. Il tente de greffer, pour le dire vite, il tente une greffe en écusson de la science sur la littérature, en entourant le greffon, qui est la rhinoplastie, de son écorce, c'est-à-dire des commentaires qui vont aplanir les obstacles, empêchant qu'un savant se serve de la littérature ou qu'un littéraire se serve de la science. La greffe en écusson, toutefois, chez Paul Bert, n'aboutit certainement pas à l'affirmation d'une identité de nature entre la science et la littérature. Le médecin qui est Paul Bert, dans sa thèse de médecine, entend créer un nouvel embranchement scientifique et faire science. Passons à la greffe en flûte, sans transition.
La greffe en flûte, avec son joli nom, est une greffe extrêmement inquiétante. C'est la greffe la plus facile à imaginer et la plus difficile à expliquer. Facile à imaginer, une greffe en flûte, on prend une branche, on évide l'écorce, enfin, on évide le bois, on laisse l'écorce, et on introduit en fait dans le bois évidé le bois d'une autre branche sans écorce. C'est très joli, ça va tout seul. C'est la greffe qui dissimule le plus le procédé de greffe. Une fois qu'elle réussit, on ne voit pas bien la différence, finalement, ni entre les deux écorces, ni entre les deux bois. Et, je vous le disais, c'est une greffe tellement facile à imaginer que les premiers modèles, les premières illustrations en sont des textes littéraires, et tellement difficiles à comprendre que les savants s'en méfient extrêmement. Les savants s'en méfient, et c'est toujours mon fameux De Candolle qui va nous le dire, parce que cette greffe en flûte a servi un peu trop, selon lui, à créer des greffes merveilleuses qui continuent à être diffusées par des auteurs de dictionnaires d'histoire naturelle dans les années 1830. Il cite par exemple Valmont de Bomard, qu'il déteste, pour un tas de raisons, je pourrais y revenir, Valmont de Bomard qui explique que les prétendues greffes en flûte fonctionnent, notamment celle du rosier sur le houx pour obtenir des roses vertes, celle du jasmin sur l'oranger, pour obtenir en fait des orangers odorants que les parfumeurs soi-disant du 19e siècle utilisent, celle de l'oranger sur le grenadier pour obtenir l'orange rouge, autant de merveilles que De Candolle rejette absolument puisqu'elles ne correspondent à des greffes hétérogènes, pas d'identité de nature. Du point de vue, donc, une inquiétude qui porte et c'est là-dessus que je voudrais insister, sur le fait que la greffe en flûte est celle qui dissimule la différence possible de nature entre le discours savant et le discours littéraire. C'est celle qui aboutit à une même forme, finalement. Le discours savant et le discours littéraire peuvent avoir la même forme. Est-ce pour autant qu'ils peuvent avoir la même visée? C'est la question sur laquelle je reviendrai in fine. Du point de vue animal, cette fois, la greffe en flûte a eu des ancêtres, je vous le disais. Le premier ancêtre, c'est la légende dorée de Jacques de Voragine, qui est citée comme telle dans les textes des médecins qui parlent des techniques de greffe animale, comme un exemple parmi d'autres de greffe réussie. Jacques de Voragine, vous le connaissez par cœur, j'en suis sûre, mais dans la légende dorée, raconte les miracles de Saint Côme et Saint Damien, deux frères chirurgiens arabes, formés à la médecine arabe, qui, après avoir été décapités parce qu'ils témoignaient un peu trop de leur foi, ont accompli un dernier miracle. Ils ont réussi, dans son sommeil, à couper la jambe gangrénée du gardien d'une église qui leur a été consacrée, et à la remplacer par celle en fait d'un mort, si bien qu'au réveil, le gardien s'est réveillé avec une jambe blanche et une jambe noire. Alors on connaît la légende dorée, mais on connaît surtout la peinture qu'a faite, la fresque qu'a peinte Masaccio à San Marco, qui représente tout à fait cette fameuse greffe de jambes noires et de jambes blanches. Ça, c'est le premier modèle, la première attestation possible du fonctionnement et de la réussite de la greffe en flûte en matière animale. La deuxième n'est autre que, la deuxième citée à nouveau par les savants, les médecins du XVIIIe au XIXe siècle, n'est autre que la tête d'Épistémon. Vous vous en souvenez peut-être, dans le chapitre 30 du Pantagruel, François Rabelais raconte comment Épistémon, qui avait la tête coupée, fut guéri habilement par Panurge, et comment on eut des nouvelles des diables et des damnés. L'opération, qui vise à recoller la tête d'Épistémon, fait l'objet d'une description par François Rabelais. Je vous en livre le début. Il, Panurge, nettoya donc très bien avec du beau vin blanc le cou, puis la tête, et les saupoudra de poudre de diamerdis vitaminée qu'il portait toujours dans un de ses goussets. Et après, il les enduisit avec je ne sais quel enduit. Il les ajusta exactement, veine contre veine, nerf contre nerf, vertèbre contre vertèbre, afin qu'il n'eût pas le coup de travers, car Panurge haïssait à mort les gens ainsi faits. Deuxième exemple de greffe en flûte. Alors évidemment, sous la plume du médecin qui est François Rabelais, le récit vaut satire, non pas satire du discours médical, mais satire du discours des charlatans que Panurge incarne assez bien. Sous la forme de la parodie ici, ce que montre François Rabelais est la manière dont, effectivement, la greffe, le motif de la greffe, s'inscrit toujours dans un récit fantaisiste et charlatanesque. Cette pratique de la greffe en flûte a précisément été, du point de vue animal, l'occasion pour les médecins du XVIIe et du XVIIIe siècle d'essayer de définir un discours savant de la greffe qui ne relève pas de la charlatanerie. Et on va le voir, malheureusement, ça aboutit à un complet fiasco, si je puis dire. Les médecins qui se sont chargés d'essayer de définir un discours savant, dont il était urgent qu'il se détachât
du récit littéraire de Panurge et de la légende dorée, ne sont autres que les médecins suisses, responsables de la bibliographie britannique publiée à Genève entre les années 1795 et 1815, médecins suisses qui collationnent en fait tous les mémoires académiques européens portant sur notamment les opérations de physiologie et les opérations de greffe. Et l'un d'eux rencontre à la fois de deux textes qui sont deux modèles pour lui de l'écriture, de la nouvelle écriture savante de la greffe, deux textes très étonnants, très différents. Le premier est un mémoire rédigé par un médecin écossais qui atteste de la réussite de la greffe en flûte animale, qu'il a lui-même pratiquée. Le deuxième est le compte-rendu d'un auteur italien qui, en 1804, a publié, qui s'appelle Joseph Barogno, qui est particulièrement connu parce qu'il a prouvé par des expériences de vivisection sur la peau des moutons la régénération des vaisseaux sanguins. Et alors notre médecin suisse essaie de montrer dans ces deux cas combien le récit de greffe peut s'arracher au ridicule et à la charlatanerie et doit prendre des formes nouvelles. Du point de vue du médecin écossais, la forme que cela prend, c'est un récit de cas clinique un peu inquiétant. Je ne vous cacherai pas quand on le lit, puisque ce médecin se réjouit d'avoir eu enfin l'occasion, dans son domicile, de pratiquer la greffe en flûte et de la réussir, puisque un de ses amis était venu lui rendre visite, était parti de chez lui en claquant un peu fort la porte, et n'avait pas vu qu'il y avait son jeune fils de 4 ans et demi qui avait la main dans les gonds. Donc le papa bienveillant, tout de suite, songea à réussir son expérience de greffe en flûte et recolla les doigts de son enfant. Ça, je paraphrase le récit de cas. Toutefois, ce médecin écossais associe à ce récit de cas des attestations signées par un juge de tous les témoins qui ont assisté aux faits, semblant indiquer que même le récit d'expérimentation, dans le cas d'un récit de greffe, ne suffit pas à être pris pour vrai. Quand on passe du côté du médecin italien, ou du compte-rendu du médecin italien, où il s'agit aussi, selon l'auteur du compte-rendu, de montrer combien la greffe ne relève ni de la charlatanerie ni de la merveille, là, on nage en plein délire. C'est-à-dire que le médecin italien Joseph Barogno retrace l'histoire à nouveau de toutes les greffes animales qui ont réussi avant que lui-même fasse sa vivisection sur les moutons et entoure en fait cette histoire des expériences qu'il a lui-même faites pour reproduire en fait les premiers récits de greffe. Et là, il s'en est donné à cœur joie. L'une des expériences qui lui plaît beaucoup, qui a été faite dès la fin du XVIIIe siècle, c'est l'expérience dite de l'ergot de coq. Alors, on s'est très vite rendu compte que quand on arrachait un ergot à un coq, on pouvait le recoller à peu près n'importe où. Sur le cou d'un bœuf, ça ce sont les médecins anglais, et surtout sur la crête d'un coq, ça ce sont les médecins français. Et Barogno, qui a voulu reproduire cette expérience, s'est dit que, compte tenu de la réussite du cas, de cette greffe d'un ergot de coq sur la tête d'un coq, il a essayé d'autres fantaisies, notamment le fait de pouvoir greffer une aile de serin sur la crête d'un coq ou la queue d'un petit chat sur la crête d'un coq. Et lorsqu'il dit le résultat de son expérience, on sent qu'il se réjouit vraiment du résultat auquel il a abouti. Je vous le livre. Alors pour le serin, les longues plumes tombèrent, mais les petites restèrent, crurent et devinrent fort épaisses, conservant la belle couleur jaune qu'ont ordinairement les plumes de ces oiseaux. Enfin, un de mes élèves a greffé sur la crête d'un coq une portion de la queue d'un petit chat. Elle s'y est fort bien maintenue, ondoyant très joliment d'un côté et de l'autre. Ce n'est pas seulement la fantaisie et la joliesse, ni même le désir de répéter une expérience pour en prouver la vérité qui dicte à l'italien sa pratique. Il va aller beaucoup plus loin, parce que Barogno nous déclare qu'il a même entrepris de greffer 2 ergots de coq sur la crête d'un coq, fabriquant là, comme il le dit lui-même, un coq à cornes. Et qu'est-ce qu'il a fait de ce coq à cornes? Ce coq à cornes, il l'a vendu à un marchand de Dalmatie qu'il a exposé ensuite sur les marchés. Un marchand charlatan. En d'autres termes, le médecin italien, supposé arracher la greffe au discours de la charlatanerie, se déclare comme lui-même un charlatan potentiel. Et la greffe en flûte aboutit curieusement à une bizarre confusion entre la forme du discours savant et la forme du discours du charlatan. C'est bien le problème que pose la question de la greffe en flûte. Y a-t-il identité de forme ou identité de visée entre le discours littéraire et le discours savant? En réalité, je suis déjà passée à une autre greffe, sans vous le dire, qui sera mon dernier cas que je vais traiter très rapidement. C'est la greffe en couronne. Alors, la greffe en couronne, c'est une greffe très difficile à réussir. Je vous dis ça très sérieusement, mais c'est ce que les jardiniers disent. Moi, je ne l'ai pas encore tenté. Je vous en reparlerai dans quelques années. La greffe en couronne, vous la connaissez peut-être si vous avez pris connaissance, en fait, si vous connaissez les affinités électives de Goethe, les Wahlverwandtschaften, c'est exactement la greffe à laquelle se livre le baron Édouard dès la première page des affinités électives de Goethe. Vous vous souvenez peut-être que le baron Édouard est surpris à hanter sur de vieux arbres de nouvelles pousses.
Donc la greffe en couronne consiste à sectionner le tronc d'un arbre dont le tronc est dur, mais l'écorce souple, ça c'est la condition sine qua non, et à introduire entre le tronc et l'écorce des rejetons de la nouvelle, enfin, de cet arbre, en quelque sorte. Ça consiste à régénérer, en fait, de vieilles espèces, la greffe en couronne. Évidemment, il n'est pas anodin que ce geste de la greffe en couronne soit aussi le geste inaugural d'un roman de Goethe qui repose, je vous le rappelle, sur la volonté de mimer une intrigue qui serait une formule chimique, celle des affinités électives, d'un roman dont Goethe fait le lieu d'une réflexion sur la possibilité de renouer avec un passé sectionné par la Révolution française, d'un roman, en fait, qui est supposé illustrer, comme beaucoup d'autres œuvres du poète allemand, la manière dont il a entrepris d'enter ou de greffer l'esthétique romantique sur le tronc classique qu'il a redécouvert lors de son voyage en Italie. Cette greffe en couronne est une régénération pour Goethe de la production littéraire, un nouvel embranchement littéraire. Mais je vous rassure, il y a une version beaucoup plus savante de la greffe en couronne, version extrêmement connue à la fin du XVIIIe siècle, que j'appellerai rapidement, de son nom qu'il a rendu célèbre, les rats à trompe. Elle est tellement connue que H.G. Wells, dans le livre du docteur Moreau, au moment où il fait parler le médecin qui justifie un peu les progrès qu'on peut accomplir dans le domaine de la greffe, met côte à côte les expériences de la dent du médecin Hunter. Hunter est un des médecins qui, au cours du XVIIIe siècle, a découvert qu'on pouvait regreffer une dent en fait, sur une mâchoire, et, dit le docteur Moreau, la dent de Hunter et les rats à trompe des zouaves d'Algérie, il faut en parler aussi. Alors, les rats à trompe sont une surprise, pour qui connaît l'histoire des rats à trompe, sont une surprise, surtout lorsqu'on voit qu'un romancier qui retrace en fait l'histoire des récits de greffe, met sur le même plan ces fameux rats à trompe et une expérience savante d'un médecin anglais. Parce que si on passe sur le fait que ces rats à trompe ont été attribués à tort dès les années 1870 à Paul Bert, dont la spécialité était la vivisection sur les rats, et qu'on cherche un peu d'où viennent ces rats à trompe, on se rend compte que c'est une mystification littéraire. Ces rats à trompe, ils viennent de deux auteurs. Ils viennent d'Alexandre Dumas, dans son récit de voyage en Algérie, et puis de Pierre Larousse, qui, en fait, réécrit l'histoire des rats à trompe dans l'article « Mystification » du Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle. Alexandre Dumas, le vilain, raconte donc son voyage en Algérie, fait de 18 à 1851, et en profite, publié de 1848 à 1851, et en profite, comme il aime le faire, pour égratigner en fait, les savants français qui avaient été à la tête de la mission scientifique en Algérie dans les années 1842. J'ai nommé Jean-Baptiste Geneviève Marcelin Bory de Saint-Vincent, zoologue français, ancien colonel d'Empire, quelqu'un qui ne plaît pas beaucoup. Alexandre Dumas raconte qu'un zouave d'Afrique, alors les zouaves, un zouave du 2e bataillon d'Afrique, donc des zéphyrs, si on veut être tout à fait précis, ce bataillon français en Afrique a été créé en 1832 et il est composé essentiellement en fait d'anciens prisonniers, de jeunes gens condamnés à des peines légères, et on a offert la possibilité d'aller se sauver par l'armée en Afrique. Ils sont réputés par malhonnêteté relative, les zouaves d'Afrique. Ils s'ennuient en Afrique, il faut bien qu'ils s'amusent, et ils s'amusent avec les savants de la mission d'Algérie. Et Dumas raconte donc, sans dissimuler les noms, qu'un jour, Bory de Saint-Vincent, dans son bureau de responsable scientifique, accueille un jeune zouave qui lui amène une espèce qu'il n'a jamais vue, un rat à trompe. Bory de Saint-Vincent, zoologue qui court après la célébrité depuis un certain temps, se dit qu'il a des espèces de rat. Le zéphyr accepte de lui. Bory de Saint-Vincent lui demande s'il existe une femelle, parce que là c'est un mâle. Et le zouave lui dit, pas de problème, 8 jours plus tard, il lui amène une femelle de rat à trompe. C'est donc une nouvelle espèce, et pas un monstre, que Bory de Saint-Vincent a découvert. Simplement, le zouave est un petit peu gourmand, et donc finit par harceler Bory de Saint-Vincent, lui amenant tous les jours le rat à trompe. Si bien que notre zoologue, Philippe, et se doute de la supercherie, il découvre très vite la recette du rat à trompe, qui consiste en fait à couper la queue d'un rat et à lui implanter auprès du museau pour fabriquer un rat à trompe. Recette bien connue des zoos d'Afrique. Donc, dans le cas du récit, Dumas se moque là d'un savant qui voit en fait son autorité savante s'affirme découverte d'une espèce nouvelle. D'une certaine manière, le texte a pour fonction de critiquer l'autorité savante. Le texte, je n'ose pas dire littéraire ni savant, du Grand Dictionnaire universel de Pierre Larousse, lorsqu'il reprend Mystification, a encore une fonction beaucoup plus intéressante. Larousse
fait, dans l'article mystification, après une définition générale, la liste, enfin une suite de récits de mystification où il prend manifestement très très grand plaisir. Là, Larousse est écrivain. Je vous très brièvement le récit de la mystification que je viens de vous raconter, mais par Larousse. Une des plus jolies mystifications est celle dont fut victime un savantissime naturaliste. Nous voulons parler du fameux rat à trompe. Un zouave, pour utiliser les loisirs que le gouvernement lui faisait en Afrique, s'amusait à pratiquer des expériences de rhinoplastie oui. C'est ainsi qu'il greffait sur le museau l'appendice caudal dudit rongeur, appendice duquel, au bout de quelques jours, il paraissait avoir été gratifié par Dame Nature en personne. Un savant, ayant occasion de contempler ce phénomène dont il n'avait pas le mot, bien entendu, se crut comblé de toutes les bénédictions du ciel à la vue de ce rara à Wyss qu'il allait avoir gloire de révéler au monde scientifique. Il le payait fort cher au zouzou, qui se promit bien de faire entrer en pleine vie cette nouvelle branche d'industrie. Quelques jours après, il se présenta à notre savant avec un nouveau spécimen de la famille des rats à trompe, autre achat de la part du savant. Bref, les visites du zouave devinrent si fréquentes que le savant, si savant qu'il fut, dut enfin se douter qu'il y avait quelque chose là-dessous. Hélas, ses premières informations firent crouler les fils d'immortalité qu'il avait entrevus. Morale, dire Larousse, assurément, mystifier un savant est chose légitime et même louable en soi, attendu que cela lui fait éprouver pendant quelque temps les plus soives émotions à la perspective d'une grande découverte, et que l'illusion compense la déception et au-delà. Deuxième morale, que sera-ce donc lorsqu'on pourra mystifier enfin toute une académie en Angleterre? C'est assurément le chef-d'œuvre du genre. Alors le propos de Larousse, et ce sera ma conclusion très greffe en écusson, le propos de Larousse m'intéresse d'abord parce que le dictionnaire universel est l'œuvre d'un littérateur qui n'est ni à proprement savant, ni à proprement écrivain. Une espèce de rejeton entre le scientifique et l'écorce littéraire. Ensuite, parce que la leçon que tire Larousse de cette mystification, dont vous avez peut-être entendu qu'elle prend la forme d'une fable. Dame Nature, le zouzou, etc., la morale, une forme très clairement littéraire, d'un genre littéraire. La morale que donne Larousse à cette fable, c'est tout simplement une critique assez sévère de la spécialisation du discours savant. Ce que Larousse est en train de montrer, à partir de son statut de littérateur, de vulgarisateur, pour le dire vite, de cet entre-deux du tronc et de l'écorce, c'est que la littérature, toute fictionnelle qu'elle soit, toute fabuleuse qu'elle soit, a la fonction de critiquer et d'empêcher l'évolution de la science vers une excessive spécialisation. Elle, et elle seule, la littérature, d'un savant encyclopédiste comme les Larousse, peut prétendre à une vérité universelle, et il est extrêmement dangereux que la science, incarnée ici par Bory de Saint-Vincent, les académies savantes, s'arrogent des vérités particulières. La greffe en couronne, d'une certaine manière, que pratiquent ceux qui s'intéressent aux analyses entre science et littérature, lorsqu'ils choisissent de s'intéresser à des qui ne sont ni littéraires ni savants, en faisant en quelque sorte la croisée de l'histoire des sciences et l'histoire de la littérature, à la manière d'un Gillian Beer, par exemple, qui s'intéresse aux histoires croisées, qui subsume en fait les catégories de science et de littérature sous une histoire culturelle plus large. Je vous remercie de votre patience.